Il reste-t-il sceptique à la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République aux élections du 20 décembre 2023? Est-ce que les propos qu'on lui attribue sont-ils vrais, qu'il ne serait pas d'accord avec cette candidature, mais également qu'il dirait que Félix Tshisekedi Tshilombo ne mérite pas d'être président de la République, il mérite plutôt d'être secrétaire national de l'UDPS, mais également quelles sont ses motivations avec cette action qu'il a justement initiée au niveau de la justice de notre pays? Est-ce que la grande question est celle de savoir, il obtiendra gain de cause, mesdames et messieurs? Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité. Et cette fois-ci, nous avons une fois de plus ce réel plaisir de recevoir sur ce plateau, je crois que c'est sa deuxième participation, Corneille Moulumba, pionnier de l'UDPS, mais également cofondateur. Bienvenue, monsieur Corneille. Merci beaucoup, M. Charlie. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas invité quelque part. C'est pas normal, n'est-ce pas? Non, l'actualité oblige. Voilà pourquoi cette fois-ci, nous avons fait appel à vous. Absolument. Pour commenter, analyser et décortiquer l'actualité. On ne peut pas prétendre faire de la politique sans communiquer, sans participer à des émissions, parce que quelque part, vous êtes les intermédiaires entre la population et nous qui faisons la politique activement. Donc, sans vous, nous ne sommes rien. Donc, chaque fois que possible, il faut toujours répondre aux invitations de la presse. Vous avez parfaitement raison. La communication a un rôle très prépondérant dans ce que nous faisons et surtout dans la vie nationale. Alors, entrons dans les vifs du sujet. Certains vous qualifient d'acharnement. Certains vous qualifient de jaloux parce que Félix Tshisekedi Tshilombo occupe jusqu'à preuve du contraire les fauteuils présidentiels de notre pays. Alors, certaines bouches, allais-je dire, diraient que vous n'êtes pas d'accord avec sa candidature comme candidat président de la République aux élections de 2023, une candidature déjà entérinée à l'issue d'un congrès extraordinaire de l'UDPS à Ngandayala. Est-ce que c'est vrai que vous n'êtes pas d'accord avec ces résolutions? Écoutez, d'abord, nous sommes en 2023, cela fait 43 ans que nous menons l'action politique de l'UDPS avec la lettre ouverte en 80 et la création du parti en 82. Je ne sais pas, en 80, Félix, il avait quel âge? Donc, moi, je ne mène pas mon action politique en fonction de Félix. Je mène une action politique parce que je suis convaincu que dans ce pays, nous avons tout ce qu'il faut pour que les Congolais puissent vivre bien. Nous battons pour que la RDC soit un grand pays, que la population, nos concitoyens vivent bien dans ce pays. Voilà notre combat, qui vit en liberté, en démocratie, que tous les droits soient respectés. Donc, vous n'avez pas de problème avec la candidature de Félix? Mais ça ne m'intéresse même pas. Je vais avoir des problèmes avec Félix sur quoi? Je ne suis pas candidat président de la République. Donc, je ne suis pas en concurrence avec le président de la République. Mais les actes qui sont posés par ceux qui nous gouvernent me préoccupent. Lorsqu'ils vont dans le sens... Ceux qui vous gouvernent, c'est lui qui est en tête. Par ceux qui nous gouvernent, ça veut dire que si les actes qu'ils posent vont dans le sens d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, je soutiens. S'ils vont dans le sens d'améliorer la sécurité de nos concitoyens, je soutiens. S'ils vont dans le sens de la promotion de notre pays, l'émergence de notre pays, je soutiens. Si c'est le contraire, j'ai le devoir de combattre parce que cela va contre mes convictions, va contre ce pourquoi j'ai sacrifié ma vie. Vous comprenez? Donc, les actes qui vont contre les intérêts du Congo et du peuple congolais, moi, qui que vous soyez, mon père, ma mère, ma tante, ma nièce, qui que vous soyez, je ne peux pas vous soutenir, je ne peux pas les soutenir, je ne veux pas être avec vous. Êtes-vous sûr que les actes que le gouvernement actuel pose sont contraires au vouloir du peuple congolais? Mais que veut le peuple congolais? Il veut vivre bien, n'est-ce pas? Il veut vivre en sécurité, n'est-ce pas? Est-ce que le peuple congolais va bien, se porte bien? Quelles sont les actions qui sont allées dans le sens d'amélioration du peuple congolais? Quelles sont les actions qui sont allées dans le sens de la sécurité du peuple congolais? Comme moi, vous entendez tous les jours, à Goma, à Nituri, on tue tous les jours. Et on vient encore de massacrer près d'une centaine de Congolais il y a quelques jours.
Mais comment je peux être content? Comment le Congolais, quel est ce Congolais qui peut être content? Il n'y en a aucun. Bien sûr que vous avez des jouisseurs, ceux qui jouissent de la situation. Pour eux, ça doit continuer comme ça parce qu'ils jouissent, parce qu'ils s'empiffrent, parce qu'ils remplissent les poches. Oui, mais un Congolais, ceux pour qui nous sommes battus, ceux pour qui nous sommes sacrifiés, qui peut être content? Personne. C'est logique, c'est normal. C'est le bon sens. Vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont le pays est géré par Félix Tshisekedi, issu de l'UDPS comme vous êtes, je dois le rappeler, cofondateur de l'UDPS. Ça ne vous réjouit pas que l'un de vous soit à la tête de ce pays? Bon, il y a deux choses. L'UDPS, c'est un parti politique. Un parti politique, c'est une association. Une association composée de ses associés, n'est-ce pas? Et un parti politique a ses membres. L'organe suprême d'une association, c'est l'Assemblée générale des membres. Et l'organe suprême d'un congrès, d'un parti, c'est le congrès. Alors, un parti politique a un programme, a une vision, a des valeurs, n'est-ce pas, auxquelles il est attaché et qui promeut. Alors, donc, ce n'est pas lié aux individus. Un individu peut être membre du parti, bien. Il passe pour l'union du parti, bien. Maintenant, si il devient président de la République, excusez-moi, il est président de tous les Congolais. Ok. S'il est imprégné des valeurs du parti, des valeurs que le parti enseigne, de l'idéologie, oui, n'est-ce pas? Il fera le travail dans ce sens-là. Il peut être membre du parti, il a sa carte de membre. Mais s'il n'est pas imprégné de ces valeurs-là, de cette idéologie-là, de ce patriotisme-là que nous avons, il ne fera pas. Et la façon de faire de Félix Tshisekedi ne reflète pas, pas du tout, à votre combat? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il prouve? Non, mais écoutez, observez la manière dont la justice est gérée dans notre pays. Observez la façon dont l'économie est gérée dans notre pays. Félix Tshisekedi est devenu président, pas par un coup d'État. Il n'y a pas eu de sang versé. Il y a eu une passation pacifique et civilisée. Par la voie des urnes. Voilà. Il y a eu remise et reprise. Lorsqu'il y a remise et reprise, dans la minute qui commence là, il faut commencer à travailler. N'est-ce pas? Vous avez 5 ans. La question qui va se poser, c'est que les 5 ans se terminent dans 2 ou 3 mois. On peut faire... Quel est le bilan de ces 5 ans? Il a d'ailleurs dit ça aux États-Unis. Il a dit quoi? Il juge positif son bilan. Mais, oui, mais il juge, oui, c'est lui qui juge, mais moi je ne juge pas comme lui. Moi, je ne vois pas. Nous sommes en démocratie, les avis sont partagés. Exactement, chacun peut donner son avis, je donne mon avis. Moi, je ne vois pas, sincèrement, par rapport au potentiel de la RDC. Je vous signale qu'en termes de superficie, vous prenez les pays qui entourent le Congo, notre pays. Tous ensemble, vous additionnez la superficie, elle est inférieure à celle de notre pays. Ok. Vous prenez les populations de tous les pays qui entourent la RDC. Les 9 pays limitrophes. Tous les 9 pays limitrophes. Vous faites le total, ce n'est pas plus grand plus que la population de la RDC seule. Nous avons donc un pays immense, nous avons une population importante, nous avons des potentiels miniers, pétroliers, forestiers considérables. Nous avons une monnaie qui n'a aucune valeur en dehors de nos frontières. Les gens ont faim. On vous mangez les œufs, les cuisses de poulet qui sont importés, les poissons qui sont importés. Vous survolez la RDC, vous survolez la verdure vierge. Vous avez des millions de jeunes qui n'ont pas d'emploi dans un pays où tout est à faire. Nous n'avons aucune banque congolaise, aucune. Dans un pays comme la RDC, pays à prétention agricole, on n'a aucune banque de crédit agricole. On n'a aucune banque pour les petites et moyennes entreprises pour aider les jeunes à créer de l'emploi. Alors, excusez-moi, mais je vais soutenir quoi? Mais ce sont des idées que vous pouvez apporter à votre frère pour améliorer, pour parfaire. Pourquoi vous ne le faites pas? Si réellement vous aimez ces pays, mais je ne comprends pas. C'est qu'il devient président de la République, n'est-ce pas? Au moment où il devient président de la République, le parti a plus de 37 ans d'existence. Vous avez des hommes et des femmes de tous bords à l'UDPS, des grands professeurs d'université, des ingénieurs, des avocats, vous avez tout dans l'UDPS.
la moindre des choses, s'il voulait, c'était de rassembler tout ce monde autour de lui et lui demander qu'est-ce que nous pouvons faire. Ne même pas poser parce que nous avons de la matière. Ça n'a jamais été fait. Mais il a fait venir ces petits copains de la Belgique, de France d'ailleurs, qui sont venus pour se faire de l'argent. Ils se sont fait beaucoup d'argent, ils sont partis. Je vous signale que le projet de 100 jours, ça a coûté plus de 500 millions. Nous avons quoi? Zéro. Le projet de Tchilé-Gelou, plus de 150 millions. Il y a quoi? Rien. Comment dirais-je? Les rames ici, 300 millions qui sont partis en l'air. C'est comme ça, on peut continuer. Parce que les gens sont venus, sont enrichis. Et observez qu'il n'y a personne qui est en prison. Hein. Et que cet argent est parti dans la nature. Hein. L'IGF n'en parle pas. Hein. C'est ça le constat que nous devons faire. L'IGF a dit qu'il fallait d'abord commencer par les parlements, qui devraient d'abord faire son travail. Le travail de l'IGF n'a rien à voir avec le Parlement. L'IGF fait son travail. Le Parlement fait son travail. Pour le dossier RAM. Hein? Pour le dossier RAM. C'est ce qu'est Alinguetti a dit. Ça, c'est le prétexte. Tout ce qui est gestion de fonds de l'État, l'IGF peut agir. Mais à côté de l'IGF, le procureur fait son travail. Le Parlement peut travailler. Il n'y a pas de problème. Donc il y a eu de la manipulation sur ce point. Pourquoi l'IGF s'était? L'IGF dépend de la présidence de la République, n'est-ce pas? Oui. Qui de la présidence de la République est en prison avec tout ce qui est passé? 500 millions, ça représente, écoutez-moi bien, pour ouvrir une banque de crédit, une banque en RDC, aujourd'hui, il faut 35 millions. Il vient de dire que nous n'avons qu'une banque de crédit agricole. Ça veut dire que avec 500 millions, on peut ouvrir combien de banques? Nous n'avons qu'une banque congolaise, aucune. Tous ces jeunes qui chôment pourquoi? Pourquoi? Nous avons tout un pays à construire. Nous avons des millions, plus de 100 millions, 150 millions de bouches à nourrir. On va importer des cuisses de poulet qui viennent de l'Europe. On va importer des œufs de la Zambie. Et les gens chôment ici. Et tout le monde ne mange que les Thompson tous les jours. Observez, pour quelle raison? Nous avons un fleuve ici, nous n'avons pas de bateaux de pêche. Mais s'il y avait une banque, des banques congolaises, si on avait on appelle le moyen la Sofidé ou quoi, mais il peut acheter des bateaux, faire la pêche. Ça a toujours été le discours de vous, politique dans notre pays. Même Félix le disait aussi avant d'arriver au pouvoir. Oui, mais c'est pour ça que je ne suis pas convaincu que si le DP s'était réuni dans un vrai congrès, n'est-ce pas? C'est Félix qui l'aurait choisi pour être... Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec les résolutions de ces congrès extraordinaires? Quel congrès extraordinaire? Les congrès qui ont terminé la candidature de Félix. Pour ça. Comment ça? Quel congrès? Mais on a vu le secrétaire général, le gestionnaire au quotidien du parti, Augustin Kabouya, convoquer un congrès extraordinaire en Gandaya, où la candidature de Félix Tshisekedi était entérinée. Pourquoi vous n'en êtes pas d'accord? Il n'y a qu'un mot qui correspond à ça. La farce. Ça, c'est de la farce. Les deux choses l'une. On ignore ce qu'est un parti politique et comment ça fonctionne, et à quoi ça sert. Parce que si on le sait, on ne peut pas appeler ça congrès. Il y a un attroupement des membres de l'UDPS Tshisekedi. Qui dit UDPS Tshisekedi dit l'UDPS ou Tshisekedi. Son père, sa mère, sa tante, sa nièce, ses frères ont à dire, ont le dernier mot à dire. Et ce n'est pas ça le parti que nous avons créé. L'UDPS a été créé par des personnalités comme Kiba Tshisekedi Etienne, bien sûr, Kiba Samaliba, professeur Liaou, Faustin Birindo, Vincent Boakiem, Makanda Anaclé, et beaucoup d'autres personnalités, de grandes personnalités. L'UDPS est un parti qui a été créé dans la douleur, mais pas de grandes personnalités. Donc des personnalités qui pèsent. Qu'est-ce que vous reprochez à ces Il y a une différence fondamentale entre l'UDPS et les autres partis politiques que nous voyons ici. D'abord, c'est grâce à l'UDPS qu'ils existent, parce que c'est grâce à notre combat que Mobutu a reconnu l'existence des partis politiques. Et donc les autres partis sont nés du fait de la naissance de l'UDPS et on avait exigé qu'il y ait un multipartisme intégral. Ça, c'est un. Deux, l'UDPS n'a pas été, comme je viens de le dire, n'a pas été créé par un individu. Alors qu'on peut dire... voilà, c'est le mot PAO, n'est-ce pas? Observez tous les partis politiques, ils ont celui-là fondateur, c'est celui-là qui est propriétaire. Un individu ne peut jamais être propriétaire d'un parti politique.
Mais tous les partis politiques ils ont leurs propriétaires qui décident. Même quand ils sont en prison à La Haye, c'est lui le président. Il reste président. Pendant 10 ans, il est le président, depuis la création jusqu'à la fin. L'UDPS, c'est pas ça. C'est pas ça que nous avons voulu. Tout le monde reproduit le schéma d'un père, sauf nous. Nous avons 5 groupes de personnalités et on doit avoir fonctionner comme une organisation. Voilà, donc, revenons à notre un mouton. Vrai congrès, ce que vous reprochez, voilà, c'est un vrai congrès, c'est quoi? C'est que les différents comités, qu'ils soient fédéraux, sectionnaires ou cellulaires, qui au départ sont constitués librement par les membres. Ce n'est pas quelqu'un qui dit voilà, c'est celui-là qui est président fédéral. Non. Les gens se organisent et élisent les comités fédéraux, les comités cellulaires. Et au moment du congrès, ces différentes structures sont invitées ou pour parler de leur parti. Ils vont parler pendant 2 jours ou 3 jours. Ils vont établir les lignes politiques, ils vont adopter les statuts et ils vont désigner les représentants. Si eux-mêmes ils sont déjà librement choisis par la base du parti dans leurs cellules et sections, vous comprenez qu'ils ont les mains libres pour en même temps choisir qui peut diriger le parti. Mais s'ils sont désignés par les dirigeants qui dirigent le parti, que vont-ils faire? Rendre compte à cela. Vous comprenez? Et dans le cas de ce que vous dites là de Ngandaya, là, ça n'a rien à voir. On a invité lui-même Kabouye. Comment est-ce qu'il est devenu secrétaire général? Point d'interrogation. La procédure n'était pas respectée. Mais il n'y a rien. Selon vous. Mais il n'y a rien. Mais un secrétaire général de l'UDPS, c'est un potentiel Premier ministre. Vous comprenez un peu le niveau. Donc, ce n'est pas quelqu'un comme ça qui peut être peut-être président d'une section quelque part, qui est secrétaire général de l'UDPS. À qui vous faites allusion? À Augustin Kabouya? C'est rien, il n'est pas à sa place. Je n'ai rien contre lui, mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un du niveau politique. Voilà pourquoi on dit que vous vous acharnez de... Je m'acharne à personne. Kabouya et... Il y a qu'une chose qui me préoccupe, c'est le parti, mon parti. Le parti pour lequel j'ai voué 43 ans de ma vie. Vous comprenez, 43 ans? C'est toute la vie. Donc, s'il y a une ambition, c'est qu'on voit l'UDPS gérer le pays convenablement, peser dans la vie de nos compatriotes et contribuer à améliorer. On serait satisfait, on pourra aller sous terre, l'âme tranquille, parce qu'on a légué quelque chose. Vous comprenez ça? Ça, c'est peut-être des enfantillages. Moi, je ne sais pas si c'est des enfantillages. Mais qui devrait être convié à ces congrès extraordinaires? Mais je dis d'abord que, beaucoup de sectionnaires que vous voyez sont désignés par eux. Eux-mêmes qui les ont désignés. Commençons par, on parlait de congrès extraordinaires, entre guillemets, où des individus ont été convoqués, n'est-ce pas, comme on voulait. Et quand ils viennent là, on dit on a 2 points à l'ordre du jour. On désigne le président du parti et on désigne le candidat. Et quand ils arrivent, tout est déjà fait et on adopte ça. En 2-3 heures, on a terminé. C'est un congrès. Et vous, les journalistes qui avez couvert ça, vous revenez, vous dites oui, il y a eu un congrès extraordinaire. C'est de la foutaise, ça. C'est rien du tout. Et c'est comme ça qu'on tue le parti. C'est comme ça que quand des gens arrivent au pouvoir dans ces conditions-là, que la gestion du pays est chaotique et catastrophique. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas armés pour gérer le pays, parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ils ne sont pas issus. Le parti n'a pas choisi les hommes et les femmes les mieux adaptés à la fonction. Alors, ils sont là. Qu'est-ce qui... Ils rendent compte à qui? À personne. Il n'y a rien. Selon Corneille Moulumba. S'ils rendent compte à quelqu'un, comme disent à qui on rend compte, à qui ils rendent compte, qu'on me le dise. L'UDPS n'a plus d'organe délibérant. L'UDPS n'a plus rien. Il reste quoi? Voilà pourquoi vous avez initié une action au niveau de la justice. C'est quoi votre motivation? Parlons-en. En 1982, il y a eu création de l'UDPS. Nous sommes battus dans la clandestinité jusqu'en 1990. Le 24 avril 1990, le président Mobutu a reconnu l'UDPS officiellement. Et alors, ça c'est le discours. Maintenant, il fallait traduire en acte. L'acte, c'est le collège des fondateurs de l'UDPS qui a dépêché son président, qui était M. Kiba Samariba, pour la Cour suprême à l'époque, pour obtenir l'arrêté d'agrément.
n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'un parti politique n'existe que s'il détient un numéro d'agrément. Il y a un numéro. Et là, vous avez obtenu le numéro 091 049. C'est l'agrément par lequel qui personnalise l'UDPS. L'UDPS dont vous êtes cofondateur. Sa personnalité juridique. Voilà. En 1997, l'AFDEL arrive. Et l'AFDEL interdit les activités des partis politiques. Donc tout tombe à l'eau. Mais en 1999, le président Kabila, M. Laurent Désiré Kabila, autorise de nouveau les partis politiques et oblige tous les partis politiques à retourner à la Cour pour solliciter un nouveau numéro d'agrément. Donc, parce qu'entre-temps, il y en a qui ont disparu, il y en a qui ont été confondus et tout ça. Et le collège des fondateurs dépêche M. l'honorable Lusangangé François, il est vivant, il est ici à Kinshasa, l'honorable Diaon Kanabel, il est vivant, il est ici à Kinshasa, et M. Kungumu Kangé, qui est déjà décédé. Les deux premiers sont des fondateurs historiques de l'UDPS, membres du groupe des 13. Ils vont solliciter et ils obtiennent un nouveau numéro d'agrément, comme la loi le disait. C'est le 013-2000. Voilà le numéro d'agrément de l'UDPS tel qu'il est. Le 23 juin, le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, envoie au président de la CENI la liste des partis politiques autorisés à participer aux élections de décembre 2023. Il dit, tel que arrêté par mon ministère le 22, donc la veille. Excusez-moi. Sur cette liste figurent 4 UDPS. UDPS Sibala, UDPS Mbake, UDPS Tshisekedi et UDPS Kibasa. Quand nous regardons la liste, UDPS Kibasa, et pas de UDPS Tshisekedi, UDPS Mbake, UDPS Sibala portent le même numéro d'agrément. Non seulement le numéro de la création de l'UDPS de 90, mais en plus, un numéro abrogé depuis l'interdiction des partis politiques. Et à l'UDPS Kibasa, on attribue le numéro de 013-2000, de 2000 donc, le numéro actuel de l'UDPS, n'est-ce pas? Mais l'UDPS tout court, sans éviter si même ma ici, ne figure pas sur cette liste. Alors, j'ai saisi le Conseil d'État pour dire ceci. Nous sommes battus pour l'État de droit. Nous voulons que vous appliquiez le droit. Si vous appliquez le droit, excusez-moi, si vous appliquez le droit, strictement le droit, vous allez amener le vice-premier ministre à retirer cette liste qu'il a déposée à la CENI, élaguer les 4 UDPS là qui n'ont pas de numéro parce qu'ils sont inexistants, et mettre sur la liste seulement l'UDPS avec ce numéro actuel, donc le 013-2000, qui est la seule UDPS qui existe, qui détient la personnalité juridique. À ce moment-là, ça va contraindre tous ceux qui se revendiquent de l'UDPS de se retrouver sur la même bannière. On va alors convoquer un grand congrès de refondation, n'est-ce pas? Et on va doter le parti d'un véritable bureau politique digne de ce nom, avec les meilleures compétences, mettre sur pied les organes délibérants, revoir les statuts, mettre le bureau d'études et tout ça. Et l'UDPS revient alors avec un seul drapeau et on peut mieux... Alors, ceux qui vont aller au gouvernement, vous avez aujourd'hui les députés, parce qu'uniquement ils ont payé et on les a alignés sur les listes de l'UDPS. Et ils ont bénéficié de la crédibilité de notre combat de l'UDPS pour être élus. Arrivés au Parlement, ils ne font strictement rien. Ils sont là, ils viennent pointer et puis ils repartent. Ils ont des pressings, d'alimentation dans la ville. C'est tout ce qu'ils font. Au bout de 5 ans, toute une législature, vous n'avez rien entendu, aucune proposition de loi provenant de l'UDPS. Est-ce qu'il est pensable qu'un parti politique qui a lutté pendant autant d'années n'ait pas dans sa bêchière des réformes qu'il doit mettre en application s'il était au pouvoir?
logiquement, ils doivent en avoir. Et nous en avons. Mais ceux qui sont là, parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'UDPS, ils se font de l'argent. Et puis voilà. Alors, si on remet l'UDPS en ordre, alors nous allons trier les gens que nous allons envoyer au Parlement. Nous allons trier les gens que nous allons envoyer au gouvernement. Et vous sentirez la différence. Justement, vous avez saisi les conseils d'État. Alors dites-nous, au stade actuel, l'UDPS que vous voulez être établi doit être dirigé par qui? Non. Si nous sommes rigoureux, nous sommes sérieux. Une fois qu'on a le congrès de la Fondation, quiconque a de l'ambition pour être président de l'UDPS donnera sa candidature. Et on votera publiquement. Et vous serez invité, la presse sera invitée. On votera qui est celui qui deviendra président. Mais l'UDPS n'est pas seulement président, c'est un bureau politique. On doit choisir un bureau politique dans lequel toutes les provinces du pays vont être représentées, dans lequel toutes les catégories sociales vont être représentées. C'est un bureau politique dont on aura le président, certes, mais on aura un bureau politique. On aura un porte-parole du parti, ainsi de suite. Donc, on va réorganiser les choses pour être un vrai parti politique et fonctionner comme un vrai parti politique, qui va s'occuper aussi de tous ces combattants, parce que ces gens, ces jeunes qui depuis des années agissent, donnent la crédibilité à l'UDPS. Ce n'est pas de la chair à canon. C'est des personnes qui, si nous exerçons, nous participons au pouvoir, nous avons la charge d'aider en créant des coopératives, en créant des associations, en créant des choses où ils peuvent sentir que notre combat, notre participation n'a pas été vaine. Les élections doivent être organisées le 20 décembre avec cette démarche que vous avez initiée. Pensez-vous que c'est faisable? Bon, c'est bon de déterminer le calendrier des élections, n'est-ce pas? Il y a eu une passation pacifique et civilisée du pouvoir. La CNI est une institution, indépendamment des personnes qui l'animent à un moment donné. Une administration aussi. C'est-à-dire qu'elle doit faire son travail. L'objectif étant que pour 20 décembre, les élections doivent avoir lieu. On le sait depuis 2018 qu'en décembre 2023, il y aura les élections. Avec les temps qui nous est imparti. Mais quel temps qui nous est imparti? Nous sommes au mois de septembre. Moi, je pense qu'il faut proposer une loi ou dans la Constitution où on doit dire ceci. Si 3 mois avant la date d'expiration de mandat, comment dirais-je, les élections n'ont pas été, on n'a pas appelé aux élections, alors automatiquement le gouvernement et les chefs de l'État sont réputés démissionnaires. Ce qui va les contraindre dès le départ à veiller. Nous ne serons respectés que si nous avons un cycle électoral régulier. Tous les 5 ans, à la bonne date, élection. Les gens disent, ah, les Congolais deviennent rigoureux, deviennent sérieux. C'est comme ça qu'on peut aider notre pays. Alors on reste les bras croisés, on s'amuse, on va gauche à droite, et puis après on dit, voilà, on n'a pas le temps maintenant, il reste 3 mois. Non, il ne reste pas 3 mois, il restait 5 ans. Vous n'avez rien fait, alors vous devez vous assumer que vous n'avez rien fait pour que les élections. C'est pour ça que vous êtes au pouvoir. Si vous êtes au pouvoir, c'est pour changer les choses. Les gens que vous combattez sont au pouvoir. Je ne combats personne. Votre action au niveau du Conseil d'État, pensez-vous que vous allez obtenir gain de cause, M. Corneille Moulou? D'abord, je ne combats personne. Ok. Ça, c'est une chose. Je me bats pour quelque chose. C'est différent. Je ne combats personne, je me bats pour quelque chose. Maintenant, nous sommes battus pour un état de droit, pour la démocratie. Les partis politiques sont là, les médias sont là. On attend d'avoir aussi la justice qui doit jouer un rôle important dans le respect de l'état de droit. J'ai avancé mes arguments. J'ai démontré que les 4 UDPS n'ont pas de numéro d'agrément, donc n'existent pas. Alors si vous allez faire participer aux élections des partis politiques qui n'existent pas, où est-ce que dans le monde on va nous accorder du sérieux? Donc les changements que nous devons apporter sont liés aussi à notre crédibilité. Dès lors que l'affaire est arrivée, on peut ignorer ça, ne pas le savoir. Mais une fois qu'on le sait et que c'est rendu public, que vous faites participer, supposons que le président de la République soit issu d'un parti
qui est inexistant légalement. Quelle est sa crédibilité? Au sein de l'UDPS, c'est comme ça qu'on voit les choses. Avec cette action que vous avez initiée au niveau de notre justice, vous jouez les jeux de l'ennemi de l'UDPS. Quelle est votre version des faits? Quel est l'ennemi de l'UDPS? Qui est l'ennemi de l'UDPS? Qui est l'ennemi de l'UDPS? Ce que je propose là, c'est le bon sens. Vous vous revendiquez de l'UDPS. Il se revendique de l'UDPS. Il se revendique de l'UDPS. Oui, mais frère, un parti politique, c'est une idéologie. Si vous vous dites de l'UDPS, c'est que vous avez la même idéologie, n'est-ce pas? Un parti politique, ce sont des valeurs. Si vous vous revendiquez de l'UDPS, donc vous avez les mêmes valeurs. Un parti politique, c'est un programme de gouvernement. Si vous vous revendiquez de l'UDPS, c'est-à-dire qu'on a le même programme de gouvernement. Le logo de l'UDPS, c'est moi, Koné Moulumba, qui l'ai créé. Et vous tous, vous le brandissez. Mais alors, mettons-nous ensemble, travaillons. Pourquoi est-ce qu'on doit travailler chacun de son côté? Pourquoi ça se fait? Parce que tout ce monde-là, il ne se voit que même. Il ne se préoccupe pas du pays, il ne se préoccupe pas de la population. C'est moi. C'est moi qui dois être le président. Pour quelle raison toi dois être le président? Laisse les autres te choisir comme président. Alors tous ils créent comme ça ils sont tous des présidents. Nous avons des partis politiques où on n'est que des présidents. Alors, donc c'est contraire aux valeurs pour lesquelles nous sommes battus. Donc, j'aime pas me battre contre des individus, ça ne m'intéresse pas. Créons les conditions pour avoir des organisations fortes, pas des hommes forts. Voilà à quoi ça nous a conduit d'avoir des UDP, ceci, des UDP, cela. Vous avez des personnes, vous arrivez à la tête du pays, et finalement, vous ne savez pas que faire parce que les autres sont dans d'autres UDP, alors que partout, il y a des valeurs que nous devions rassembler. Et vous vous retrouvez là tout seul, vous ne savez pas quoi faire, et vous commencez à dire on me bloque, alors que vous vous bloquez vous-même, que vous êtes bloqué vous-même. Ok. Alors, Corneille Moulumba, cofondateur, pionnier de l'UDPS, on vous attribue ce propos. Je cite, Félix Tshisekedi Tshilombo mérite d'être secrétaire national de l'UDPS et non chef de l'État. C'est dans quel contexte? D'abord, est-il vrai? J'ai lu ça, mais c'est la manipulation. Ok. Ce n'est pas ce que j'ai dit concrètement. J'ai dit ceci. Donc, j'étais dans une émission qui a duré 1h30. Donc, c'était une longue émission. Dans cette émission, à un moment donné, on parle de la gestion du pays. Et j'ai dit ce que j'ai répété ici, que Augustin Kabouya ne peut pas diriger l'UDPS. L'UDPS, c'est un grand parti qui contient dans ses rangs de grandes personnalités, de haut niveau. Et Kabouya n'est pas compétent pour diriger l'UDPS. C'est une aberration totale. Alors, le journaliste me pose la question, oui, mais Kabouya n'est pas compétent, qu'est-ce qu'il devait être? Moi, il est peut-être tout au plus un président sectionnaire ou cellulaire quelque part. Ceux-là ne sont pas moindres, mais chacun, l'UDPS avancera si chacun est à sa place, à son niveau, qui correspond à son niveau. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et la machine va tourner. Et le journaliste me pose la question. Pour vous, Kabouya, il peut être secrétaire national, même pas. Il me dit, alors, comment ça me citait de nom? Germain Chabani. Oui, Chabani peut être un secrétaire national de l'UDPS. Et Moubake. Oui, Moubake peut être secrétaire national de l'UDPS. Et vous-même? Oui, je peux être secrétaire national de l'UDPS. Et Félix? Oui, Félix peut être secrétaire national de l'UDPS. Alors, c'était dans ces contextes-là. Peut être secrétaire national de l'UDPS. Et c'est tout. Ça n'a rien à voir avec les fonctions de président de la République. Voilà. Donc, c'est la manipulation. Bon, on est habitué. On arrive sûrement à la fin de cet entretien, mais justement, parlons processus électoral dans la manière dont nous l'organisons ici dans notre pays. Est-ce que vous en êtes quand même d'accord? Non, notre système électoral est mauvais. Je m'explique. Nous avons un pays aux dimensions continentales. Vous prenez le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg. Vous mettez tout ça ensemble, c'est plus petit que la RDC. Eux, là-bas, ils ont des autoroutes, ils ont des métros, ils ont tout ce qu'il faut. Nous n'avons ni route, ni chemin de fer, nous n'avons pas d'électricité, pas de bateau, nous n'avons rien. Nous n'avons pas d'eau potable. Et on va prendre le système électoral qu'ils appliquent en Europe, nous venons le plaquer ici chez nous. Il faut refaire.
Mais nous avons le devoir de repenser notre système électoral, de telle sorte que nous puissions avoir des élections qui peuvent nous coûter peut-être 150 250 millions de dollars, pas 1,5 milliard, et si on peut nous permettre de... Puisque nous n'avons pas toutes ces facilités là-bas, comment on peut organiser les élections? Dans les villages, ceux qui sont dans les villages élisent des gens qui vont élire des gens à un niveau supérieur, à d'autres à un niveau supérieur, de telle façon que quand on arrive au Parlement, on a des personnalités qui sont des sélections. Donc les meilleurs parmi les meilleurs. Réellement élus. Réellement élus. À ce moment-là, vous avez des gens qui vont venir pour se préoccuper effectivement des problèmes. Ici, dans cette marmaille que nous avons, vous avez des gens qui peuvent faire des documents, mais ils ne peuvent même pas les lire parce que c'est fatigant. Vous aviez au rez-de-chaussée au Palais du Peuple un service de bureautique, de cybercafé en fait, quelque sorte. L'objectif était que des textes qui sont préparés, on pouvait les envoyer aux députés là-dedans, hein, pour que vous puissiez aller les consulter, préparer et tout. Une sorte de bibliothèque. Il n'y allait jamais. Et allez voir maintenant, il n'y a presque pratiquement plus rien là-bas, puisque ça ne sert à rien. Les députés n'y vont pas. Alors, vous avez des gens, si vous ne préparez pas vos plénières, vous arrivez au Parlement, vous dormez. Ça vous ennuie. Quand vous allez dans votre pressing, vous avez un peu d'argent là-bas. Mais là, ça vous ennuie. Vous avez des députés qui n'ont jamais eu à intervenir, qui ne font rien, qui sont là pour remplir la salle. On n'a pas besoin de ça. Et vous allez les payer 21 000 $? Ça n'a pas de sens. Alors que si on fait le travail, comme je propose, on change de système, on va sélectionner des personnes qui sont capables de travailler effectivement, que l'on peut suivre. Et puis, au lieu d'avoir 2 fois 3 mois de vacances, on aurait même ne fût-ce que 2 mois, et l'autre mois serait consacré à la formation. Il faut former les députés à la géographie du Congo, à l'histoire du Congo, au potentiel du Congo, pour les armer, qui soient en mesure de défendre les intérêts du pays. Il y a un travail profond à faire, des réformes importantes à faire. Alors, si on n'a pas ça, on va aux élections, c'est comme un jeu. Alors, d'abord, on choisit des gens n'importe comment, et puis on va faire passer, on va demander à la MONUSCO qui va transporter les urnes. Entre-temps, la MONUSCO qui travaille pour les pays étrangers va changer les histoires en cours de route, vous n'en saurez rien. Non. Nous devons changer le système électoral, le plus tôt sera le mieux. Et si le DPS était au pouvoir, on aurait changé beaucoup de choses dans ce pays, beaucoup de choses. Malheureusement, les individus sont là et on n'a rien. On aurait changé beaucoup de choses parce que nous avons toute une réserve que vous n'avez jamais touché. C'est des réserves. Ces réserves, mais on veut toucher parce que le DPS n'est pas au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir? Mais un individu peut être là, je l'ai dit, un individu peut être là, il peut faire venir ses copains de gauche à droite dans le monde, ils gèrent leurs affaires, ils font leurs affaires. Observez, c'est un peu préoccupé par les affaires que par la gestion du pays. Nous avons les idées, nous avons des propositions, nous avons des réformes à porter. J'ai écrit un livre, non, notamment, où j'ai repris un peu une série de ces réformes là-bas. Nous avons tout ça à faire pour changer les choses dans ce pays. Nous avons le devoir de changer les conditions de vie de nos concitoyens. Ce pays, la RDC, a un potentiel extraordinaire. Extraordinaire. Nous ne pouvons pas vivre comme nous vivons là-bas. Et RDC, on nous importe même pas le minuscule Rwanda ici, alors que la RDC devait avoir une armée de 1 million ou 2 millions de soldats sans problème. On a de quoi les nourrir. Vous en avez quand même évoqué aux États-Unis, le chef de l'État a adressé quand même un bilan de son tout premier mandat. Et sur le plan sécuritaire, il a reconnu que la situation reste encore préoccupante, mais il y a eu quand même beaucoup d'efforts. Alors, après les reports ou, je dirais, les prolongements du mandat de la force de l'EAC, et puis c'est encore un sujet qui jaillit beaucoup d'encre salive dans la toile, le départ de la MONUSCO. Comment jugez-vous la situation sécuritaire de notre pays? Mais je ne sais pas comment le chef d'État peut parler comme ça. La situation est plus que grave, elle est dangereuse. Notre pays n'a jamais été aussi exposé à la balkanisation. Les pays de l'EAC nous font la guerre depuis longtemps. Le Kenya, c'est la base, c'est la base de la MONUSCO dans la région.
pardon, la MONUSCO. C'est la base, c'est la CIA dans la région. La base, le siège de MONUSCO, sa base logistique, n'est pas en RDC, il est en Ouganda. L'Ouganda a un TB. L'Ouganda qui nous fait la guerre. Et nous allons prendre notre pays, le faire entrer dans l'EAC. C'est ignorant selon vous. C'est pratiquement de la trahison parce qu'on sait qui nous fait la guerre. Maintenant, vous faites entrer là-bas, donc tout l'est de notre pays est maintenant extrêmement exposé. Le Rwanda vient d'acheter, ici à Maluku, l'autre côté à Brazzaville, l'autre côté du Congo-Brazzaville, 120 km², le long de l'eau du fleuve. C'est-à-dire que, soi-disant pour des agricoles, quand on regarde qu'est-ce qui a acheté ce terrain, c'est comment dirais-je, Christelle quelque chose, qui est en fait le bras financier de Kagame, de l'armée rwandaise. En d'autres termes, avec des pirogues, et à tout moment, ils peuvent traverser, faire passer des armes, faire passer des gens. Quand vous êtes entré à Maluku, c'est fini, vous êtes à Kinshasa, n'est-ce pas? Ils peuvent louer des maisons en cours de route ici, quelque part, vous ne saurez pas. On peut vous infiltrer, et à tout moment, le jour de l'attaque, tout ce monde-là qui est en civil sort. Ça, c'est à Maluku. À Ali Bengue, au-dessus, la même chose. Donc, on est pris en tenaille. Comment le Congo-Brazzaville, qui est censé être notre voisin, à la demande de la France, sans doute, cède ce territoire voisin. Et notre pays est dans l'EAC. Et nous autorisons le tour de l'EAC d'entrer dans notre pays, pour créer une zone tampon. Bunagana, ça fait 2 ans qu'il est contrôlé par le Rwanda. Et le ministre de l'Information disait, oui, c'est un repli stratégique, Quel est le repli stratégique? Vous cédez notre pays, vous cédez notre territoire. Et il vient de renouveler le mandat de l'EAC jusqu'à décembre. En décembre, nous avons les élections. Donc nous allons aux élections avec les troupes de l'EAC dans tout l'est de notre pays, avec à la porte de Kinshasa des militaires rwandais, à la porte de Kinshasa. Les militaires rwandais, on a aussi. Donc selon vous, les dangers guettent. Alors c'est quoi la voie palliative? Le danger ne guette pas. Le danger, nous sommes là plus que menacés. Les Congolais sont distraits. Mais c'est quoi la voie palliative? Il fallait depuis longtemps d'abord, comme nos jeunes, je félicite les jeunes de Kivu là-bas qui descendent dans la rue. Malheureusement, les jeunes de Kinshasa n'ont pas encore compris ça. Ils sont distraits. La MONUSCO doit quitter notre pays. Ah, là vous êtes d'accord, oui. Mais ça fait en 2016, nous avons tenu avec les pionniers de l'UDPS une conférence de presse ici à Chosa, au centre des handicapés, sur Willery là-bas. Nous avons exigé le départ de la MONUSCO. Là, c'est de parole. Maintenant, les organisations devaient descendre dans la rue pour exiger ça. Comme les jeunes l'ont fait dans le Kivu, il fallait qu'on fasse ici à Kinshasa, où il y a encore plus de monde avec plus d'attention, pour exiger le départ de la MONUSCO. Pour exiger que notre pays quitte immédiatement l'EAC. C'est un danger majeur. On ne peut pas aller aux élections avec l'EAC sur notre territoire. L'EAC qui est composé du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya. Non, donc là, c'est exposer les pays. Mais le pays est terriblement exposé. Nous sommes en danger majeur. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de gens sont déjà militaires, sont à Kinshasa ici, entrés par Maluku. Et donc, des gens peuvent être acteurs politiques en danger, tout ce qui va s'opposer à cette politique-là. Donc, le président de la République a mis notre pays en danger. Et comme nous avons un parlement composé de personnes qui sont là pour dormir, le président a signé les papiers sans qu'on ait obtenu la ratification. Le jour de la ratification, on apporte 8 dispositions que l'on adopte globalement. Comment est-ce qu'on peut adopter globalement des dispositions parmi lesquelles une disposition qui fait entrer notre pays dans l'EAC? Voilà pourquoi vous vous battez pour aller à l'Assemblée nationale. Nous sommes déjà arrivés presque à la fin de cette émission, mais on doit quand même les rappeler. Vous êtes candidat député provincial. Je suis candidat national. Voilà. Je pense que nous devons nous battre, peu importe les partis politiques dans lesquels nous sommes. Vous êtes dans quel parti politique?
Je suis une personnalité, parce qu'on peut se présenter dans des regroupements politiques et tout ça. Mais comme je suis un pionnier de l'UDPS, je suis connu comme tel et je me présente comme tel. Notre problème, c'est quoi? C'est qu'il y ait le maximum de patriotes qui se présentent sur des listes, qui entrent au Parlement, pour qu'une fois au Parlement, si nous sommes élus, nous allons constituer un groupe parlementaire de patriotes. Et vous allez sous quelle couleur? Je me suis inscrit dans dans le groupement politique alternance avec d'autres personnalités politiques de la place. Vous qui êtes cofondateur et pionnier de l'UDPS, vous allez ailleurs, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ce choix? Oui. Non, j'ai le choix. Ou bien je ne me présente pas, puisque le seul parti pour lequel je peux me présenter, c'est l'UDPS qui ne figure pas sur la liste, qu'on a enlevé de la liste. Je ne peux pas me présenter. Alors, donc, je ne me pose pas comme candidat. Ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que je sois au Parlement. Si j'entre au Parlement, je continue le travail que j'ai toujours fait depuis 43 ans là, au Parlement. Et nous allons chercher d'autres patriotes au Parlement, avec qui nous partageons la même vision des choses, pour prendre en charge, prendre en main les dossiers de notre pays, pour changer les choses. On ne doit pas être des millions. Le groupe de 13 qui a fait bouger le Parlement, ils ont été 13. Donc ça veut dire que si nous avons un groupe de 20, 25, 30 personnes, personnalités congolaises, des patriotes au Parlement, nous pouvons faire bouger les choses. Alors, vous êtes dans la circonscription électorale de Lukunga. On arrive à la fin. Un message quand même pour vos électeurs, bien que ce n'est pas encore la campagne électorale. Ce n'est pas encore la campagne, non. Je vais dire à mes concitoyens de Lukunga, ça fait 43 ans. C'est-à-dire que le problème ne se pose pas ni pour ma crédibilité, ni pour ma détermination, ni pour mon engagement politique, ni sur mon combat. Il n'y a pas à s'interroger. Vous avez tous les éléments qu'il faut pour dire que voilà le genre d'homme que nous devons faire entrer au Parlement. Soutenez-moi, moi je ne vous décevrai pas, puisque je le fais bénévolement depuis des années et des années et des années. C'est la continuation normale de mon action que nous allons faire au Parlement. Si nous pouvons être quelques-uns au Parlement, oui. Bien sûr que les députés nationaux ne sont pas des députés provinciaux. Nous avons une vision globale de la nation. Et à Lukunga comme ailleurs, vous savez bien que si le pays dans son ensemble se porte bien, donc vous avez intérêt à ce que ce combat puisse être poursuivi au Parlement en me soutenant très massivement. Alors, Corneille Moulouma, je rappelle que vous êtes cofondateur et pionnier de l'UDPS, mais également candidat député national aux élections justement du 20 décembre 2023. C'est ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi qui vous remercie. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne.